Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Moloss, de Craig Johnson, interprété par François Cottrell. J'avais du mal à obtenir une réponse claire de la part du petit-fils et de son épouse. Pour quelle raison leur grand-père s'était-il retrouvé attaché au bout d'une corde de nylon de 35 mètres de long au pare-choc arrière de l'Oldsmobile Toronado de 1968 ? Je regardais fixement le klaxon et posais mon front sur le bord de mon volant. Le vieux monsieur allait bien, et les ambulanciers étaient en train de le soigner dans le véhicule qui se trouvait derrière nous, mais je n'avais pas pour autant manqué de plisser le front en affichant ostensiblement mon ahurissement et mon désespoir. J'étais fatigué, et je ne savais pas trop si c'était le jeune couple ou la saison qui causait ma lassitude. Alors, lorsque vous avez freiné au stop, il s'est écrasé contre l'arrière de la voiture. C'était le genre d'hiver qui éprouvait durement même les âmes les plus résistantes. Depuis octobre, nous n'avions eu que des blizzards, des cataclysmes neigeux, des brouillards givrants et des vagues de froid qui avaient empêché la température de dépasser la barre des -25. Nous n'avions eu qu'un seul répit, un Chinook, qui avait duré juste assez longtemps pour tout transformer en une infâme gadoue, et la totalité du comté s'était ensuite retrouvée sous un carcan de glace d'une 15aine de centimètres d'épaisseur lorsqu'avait sévi la gelée suivante. C'était le genre d'hiver où les bêtes qui se couchaient avaient peu de chance de se relever un jour, mortes de froid et de faim ou inversement. Je levai la tête et regardai Dwayne et Gina. « Ouais, quand j'ai freiné, j'ai entendu un gros boom. » Elle se blottit dans sa parka tachée, le visage bordé par la fourrure en acrylique qui entourait la capuche, et essaya de ne pas allumer ce qui, pensais-je, devait être sa dernière coule menthol. Nous étions tous assis dans la cabine de mon pick-up, dont la barre d'avertisseur lumineux était allumée, pour signaler aux automobilistes que la chaussée était verglacée. La route, ou plus exactement la fine couche de glace qui la recouvrait, était probablement ce qui avait sauvé la vie de Joe Stewart. S'il n'y avait pas eu les nombreux appels au 911 récupérés par Ruby, un standardiste, et provenant d'automobilistes qui passaient par là, et le panneau stop sur la route 16, le vieux monsieur de 72 ans aurait fait l'entrée la plus incroyable que la ville de Durant, Wyoming, ait jamais connue. Je crois qu'il a glissé et qu'il s'est pris l'arrière de la voiture. Gina hocha la tête, comme elle l'avait fait pour me dire qu'elle était partie acheter des cigarettes, du Coca Light et une boîte de tampons au Come & Go, où elle travaillait à mi-temps. Je contemplais le rouge à lèvres rose bonbon qui bordait son ultime cigarette. Je lui avais demandé 3 fois de ne pas fumer dans mon camion et j'essayais d'ignorer les vagues effluves de marijuana émis par le couple. Elle en était peut-être à sa dernière cigarette, mais il me semblait, à l'odeur, qu'il recélait encore des stocks d'une autre substance. « C'est un putain de costaud, celui-là. C'est pas la première fois qu'il dégringole du toit. » Nous écoutâmes tous les parasites et appels débridés émanant des autorités du nord de l'État sur mon Motorola, et je cessais de gribouiller dans mon livre de bord. Du toit ? Ouais. Je regardais Dwayne, mais il n'avait pour l'instant rien émis de plus que des grognements approbateurs chaque fois que Gina avait parlé. Je les observais tous les deux et pensais à poser une nouvelle fois ma tête sur mon volant. Le toit de la voiture ? Elle secoua la tête dans sa capuche et sortit la cigarette encore intacte de sa bouche. « Celui de la grande maison. »« La grande maison ? Ouais. » Le silence retomba. Je visualisais le domaine de la famille Stewart, composé d'une maison victorienne et d'un certain nombre de mobil-homes de simple et double largeur. Et que faisait-il sur le toit de la grande maison ? Elle repoussa le bord de sa capuche qui tombait sur son visage.
Grâce au chauffage du camion, la température de l'habitacle commençait à dépasser celle d'une ère glaciaire. Pour la première fois, je remarquai qu'elle avait de grands yeux bruns et un charmant visage en forme de cœur. Il était gâché par des cheveux d'un blond sale, mais elle était mignonne avec ses traits prématurément tirés. Elle avait appris que pour fasciner les hommes, il fallait leur accorder la plus grande attention. Cela ne faisait que 10 minutes que j'étais avec Gina dans le camion, et j'avais déjà la tête qui tournait. Cela dit, la raison en était peut-être les vapeurs bien peu orthodoxes qui se dégageaient de mes deux passagers. Elle regarda Dwayne, et je fis de même, décidant probablement que c'était à lui de raconter le reste de l'histoire. Dwayne Stewart avait quitté l'école à l'âge de 14 ans, avec l'accord de ses parents parce qu'il avait un don dans le domaine de la combustion interne. Quel que soit le type de véhicule motorisé fabriqué avant 1972 que vous possédiez, Dwayne pouvait le réparer. Son oncle Maurice et lui avaient un atelier de mécanique délabré situé sur la route de la Casse, l'autre entreprise familiale en activité. D'ossature épaisse, il avait sur le visage quelques boutons qui me rappelaient à quel point il était jeune. Il devait avoir à peine 20 ans. Son regard chercha le mien un instant, puis il renonça et s'éclaircit la voix. « Ouais, il était en train de nettoyer la cheminée. » Je contemplais les lueurs rouges et bleues émises par mon camion, qui se mêlaient aux lumières jaunes de l'ambulance garée derrière nous et qui balayaient les collines. En février. Il se tourna vers sa jeune femme, puis revint à moi. « Hein. » Je pris une grande inspiration et m'appuyai contre le dossier de mon siège. Peut-être qu'il vaudrait mieux reprendre depuis le début. Le jeune homme repoussa sur sa tête la visière de sa casquette tachée d'huile de moteur. J'y lus « Amy ». La cheminée de la grande maison se bouche en hiver quand on la fait marcher un peu longtemps. Alors on trempe une serpillière dans le kérosène et on la descend dans le conduit pour le nettoyer. Dans le kérosène ? Hein. Il se prit au jeu de son histoire et commença à agiter les deux mains, dont les ongles et la pulpe des doigts portaient les traces de son art. Je l'avais déjà fait, mais j'ai le vertige. Et Grampus, lui, il est agile. Il arrive à sortir par la dernière fenêtre du côté du pignon, il s'accroche à une gouttière et balance une jambe jusqu'au toit. Il décrivit l'exploit comme s'il avait valeur d'ultime explication. Ça n'était pas le cas. Alors, la corde, ça glisse là-haut, avec la glace. Alors, il l'a attachée autour de sa taille, il l'a balancée par-dessus le toit, et je l'ai attachée à la classique. Tout était clair maintenant. Il hocha la tête tout en m'observant. Hein. J'étais dans la cour et je regardais Grampus quand Gina, elle arrive, et elle dit qu'elle va faire des courses, et est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Je lui dis non, et elle est partie. Je cachai derrière ma main le sourire qui commençait à se dessiner sur mes lèvres. La classique, c'est la voiture à laquelle ton grand-père était attaché, l'Oldsmobile. Hein. On a entendu la portière de la voiture claquer et le moteur se mettre en route. Et c'est là que Grampus et moi, on s'est regardés. Et à peu près au même moment, la corde s'est tendue. Sa main calleuse vint claquer sur la paume de son autre main, puis bondit. Grampus est tombé en arrière, et puis il s'est envolé au-dessus du toit, et il est passé par-dessus bord. Dwayne, t'es vraiment un pauvre con, comment j'étais censé savoir que t'avais attaché Grampus à l'arrière de la voiture? Il tendit le cou sous l'effet de l'indignation. On le fait chaque année. Il se tourna à nouveau vers moi. On balance des tas de neige au bord de l'allée, alors il a dû atterrir dessus. Mais avec l'élan, je crois pas qu'il ait percuté quelque chose de solide avant de s'emplafonner dans la boîte aux lettres au bout de l'allée.